Merci Yvan, merci à tout le monde d'être là. Donc, on m'a déjà dit que les exposés de mathématiques comportent 4 parties. Une où tout le monde comprend, une où les spécialistes comprennent, une où le conférencier comprend, puis une quatrième où personne comprend. J'espère que je n'aurai pas le temps de me rendre à la quatrième partie aujourd'hui. Okay. Donc, je vais vous parler de volume de boule en dimension n, donc en dimension quelconque, et puis de la façon dont la masse ou le volume de la boule se répartit par rapport à la position sur la boule, puis même chose pour les sphères. Donc, commençons par introduire des notations qui seront peut-être illisibles. N'hésitez pas à me poser des questions. Donc, je vais noter Bn de R, ben, la boule de rayon R dans Rn. Donc, c'est les X qui sont dans Rn, dont la norme est plus petite que R. C'est bien ce que j'ai ici. Ici, la norme, ben, c'est la norme habituelle qui est liée au produit scalaire, au produit scalaire dans Rn. Donc, c'est la somme des composantes au carré avec une racine. Et puis, je note aussi la sphère Sn de R. Eh bien, c'est la frontière de la boule qui est d'une dimension de plus. Donc, c'est la frontière de Bnr, c'est-à-dire l'ensemble des X dans Bn plus 1R, l'ensemble des X dans Rn plus 1 qui sont à distance R de l'origine. Et puis, pour simplifier, je vais avoir aussi des notations suivantes. Bn, ce sera la boule de rayon 1, et Sn, la sphère de rayon 1. Donc, Sn1 ici. Donc, ces notations-là vont vous intéresser. Puis, je vais commencer par parler de comment on calcule le volume de la boule ici en dimension quelconque. Donc, on ne fera pas le calcul complet. Vous l'avez peut-être déjà vu. Qui l'a déjà vu, en fait, le calcul du volume d'une boule en dimension n? Plus ou moins? Il y en a qui l'ont vu? Oui. OK. Donc, déjà, juste pour illustrer ça, ben, la boule B1, elle ressemble à ça. Et puis, la sphère S0, c'est sa frontière. Donc, ce sont les deux points ici et ici qui constituent S0. Et puis, la boule B2, c'est le disque, comme ça. Et S1, c'est sa frontière, ici, comme ça, que j'indique comme ça. Et je ne ferai pas plus de dessins pour l'instant. On va noter le volume de la boule, ici. Oméga n, c'est le volume de Bn. Donc, je ne vais pas définir ce que c'est le volume, autrement qu'en disant que c'est l'intégrale de la fonction 1 sur le domaine en question. Et on va calculer à partir de ça. Donc, j'ai donc oméga n, c'est l'intégrale sur la boule Bn de 1, avec peut-être que je peux noter l'élément de volume dx, okay, ou je pourrais le noter dv, mais notons-le comme ça pour l'instant. Puis je peux séparer cette intégrale-là en plusieurs morceaux en disant que c'est égal à l'intégrale de moins 1 à 1 de l'intégrale sur des boules de dimension 1 de moins de rayon. Ben, je prends la tranche ici comme ça. Quand je suis à hauteur t ici, le rayon de la tranche qui est ici, c'est racine de 1 moins t carré. Donc, je vais mettre racine de 1 moins t carré de 1. Donc, ici, ça va être des... bon, je vais noter dy comme ça et dt comme ça. Maintenant, comme j'ai l'intégrale de 1 sur la boule d'une dimension de moins, ben, c'est égal aussi au volume de la boule en question, puisque j'ai dit que le volume d'une boule, c'est l'intégrale de 1. Donc, ce qui est ici, je peux le réécrire en disant que c'est l'intégrale de moins 1 à 1 du volume. Donc, c'est le volume, ici, c'est le volume n-dimensionnel. Ici, c'est le volume n-1 dimensionnel de la boule Bn-1, racine de 1 moins t carré dt.
Maintenant, une propriété du volume qu'on accepte sans problème, c'est que si j'ai un objet et je lui fais subir une homothétie de facteur C, bien, le volume change avec un facteur devant le volume qui est C puissance la dimension de l'espace où on est. Donc, le volume qui est ici, la boule elle est de rayon racine de 1 moins t carré, donc c'est une homothétie de la boule de rayon 1 avec un facteur racine de 1 moins t carré. Donc, ceci est égal à l'intégrale de moins 1 à 1 de ce facteur-là qui va sortir devant, donc de racine de 1 moins t carré exposant n moins 1, puisque ici c'est le volume, je pourrais mettre n moins 1 ici, puis n ici pour que ce soit clair, dt. Et j'ai dit multiplié par le volume de la boule de rayon 1, donc j'ai oméga n moins 1 ici. Donc, ce qu'on obtient en faisant ça, c'est une formule pour le volume de la boule en dimension n qui est récursive. Donc, il y a la boule en dimension n-1 qui apparaît ici et une intégrale. Ce qui m'intéresse avec ça, c'est que l'intégrale qui est ici, bien, on pourrait la calculer. Ce n'est pas ce qu'on va faire. On va juste observer ce qui se passe avec cette intégrale quand n tend vers l'infini. Donc, pour des raisons esthétiques, et aussi analogie avec ce qui va venir après, je vais faire le changement de variable t égale sinus de phi. Donc, dt, c'est cos phi d phi. Et ici, j'ai 1 moins sin carré qui fait cos carré. Racine de ça, ça fait cos. Et donc, ceci, ça va être égal à oméga n moins 1, intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de cosinus de phi exposant n-1 ici, et le facteur ici donne un autre cos. Donc, je vais avoir cosinus de phi d phi. Est-ce que vous avez des questions? Donc, à quoi ressemble l'intégrale de cosinus phi exposant n quand n est très grand? Est-ce qu'il y a des suggestions? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une idée de ce qui se passe avec cette intégrale-ci quand n tend vers l'infini, par exemple? Regardez la fonction cos de moins phi, de moins pi sur 2 à pi sur 2. La fonction cos ressemble à ceci. Donc, ici, elle vaut 1, puis partout ailleurs, elle est plus petite que 1. Donc, quand je prends la fonction cos puis que je l'élève à des puissances de plus en plus grandes, bien, pour tous les autres points, ça va tendre vers 0. Donc, ici, j'ai tracé le graphe de, disons, cos phi. Si je trace le graphe de cos phi exposant 100, bien, ici, ça va valoir encore 1, mais ailleurs, ça va diminuer plus vite. Quelque chose comme ça. Et si je prends des puissances encore plus grandes, bien, il va être encore plus concentré ici, comme ça. Et donc, maintenant, vous êtes convaincu que l'intégrale qui est ici va tendre vers 0. Parce que le terme qu'on intègre tend vers 0. L'air sous les courbes ici sont de plus en plus petits. Puis, en fait, quand n devient plus grand, je commence avec un nombre ici qui est multiplié par un autre nombre, multiplié par un autre nombre. Mais à chaque étape, on multiplie par un nombre qui est de plus en plus petit et qui tend vers 0. Donc, le total tend vers 0 aussi. Okay, donc, la limite, quand n tend vers l'infini de oméga n, c'est-à-dire la limite quand n tend vers l'infini du volume en dimension n de la boule de rayon 1, est égale à 0. Donc, potentiellement, c'est déjà une surprise. Pour moi, c'en était une quand j'ai vu ça la première fois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ben, OK, la boule, on peut l'imaginer comme étant dans un cube de côté 2. Le cube, donc la boule Bn, elle est inclue dans le cube moins 1, 1, croix moins 1, n fois. Puis donc, quand je regarde ça pour n égale 1, ben, la boule B1 est égale au moins 1, 1. Alors qu'une dimension plus haute, on a la boîte comme ça avec la boule qui est tangente. Puis une dimension de plus, on a
une boule qui est dans un cube. Et puis à chaque fois, ben, ici, c'est la même chose, mais un peu plus grand, il y a une erreur qu'on fait en remplissant pas comme ça. Puis ce que ça dit, c'est que, vous voyez, le volume de cette boîte-là, il tend vers l'infini, parce qu'il est de côté 2, donc c'est 2 à la puissance n. Mais ça veut dire que la boule qu'on met à l'intérieur, qui est la plus grande possible ici, en dimension plus grande, malgré cette géométrie qu'on a l'impression de comprendre, ben, l'erreur devient tellement grande qu'elle a un volume qui tend vers 0 dans une boîte qui est de volume qui tend vers l'infini. Donc, potentiellement, ça peut vouloir dire, pour moi, ça veut dire que mon intuition géométrique ne fonctionne pas bien en dimension grande. Okay? Donc, peut-être qu'il y en a qui ont une meilleure intuition que la mienne, mais pour moi, ça veut dire ça. Okay? Oups, pardon. Puis, c'est peut-être encore plus surprenant quand on regarde ce qui se passe avec une bande autour du disque équatorial. Ce que j'entends par là, c'est qu'on va calculer le volume d'une bande qui va être ici, comme ça. Donc, je vais noter cette bande-là ici, oméga epsilon. Je vais écrire ce que ça veut dire. Donc, je vais définir soit oméga epsilon n, qui est l'ensemble des x dans la boule unité de dimension n, telle que la boule ici, elle a n coordonnées, hein, x1 jusqu'à xn. Je vais prendre la nème coordonnée, qui va être égale à sinus de phi. Donc, c'est un changement de variable. Mais sur le dessin, vous voyez ce que ça veut dire. Le sinus de l'angle qui est ici, c'est la hauteur qui est ici. Donc, son sinus, c'est vraiment la hauteur qui est donnée ici. Puis la valeur de phi elle-même, elle mesure la distance qu'on parcourt en s'éloignant de l'équateur. Okay? Donc, je demande que ceci... comment je l'ai écrit ici? Je vais le mettre de la même façon. J'ai mis ça plus petit que phi. Plus petit que epsilon. OK. Donc, je vais regarder cette fois-ci. Ça, c'est un sous-ensemble dans la boule. Donc, on sait déjà que son volume tend vers 0 quand n est très grand parce que la boule tend vers 0. Mais je vais vous montrer que, en fait, la proportion de la boule qui est comprise là-dedans est presque toute la boule, peu importe l'epsilon que j'ai choisi. Donc, si je regarde le volume nème de oméga epsilon n sur le volume nème de la boule n, en utilisant ce que j'ai dit ici, on voit que en haut, bien, je fais le même type de calcul que j'ai fait ici, sauf qu'au lieu d'intégrer de moins 1 à 1 ici, bien, je vais intégrer je vais prendre, au lieu de moins pi sur 2 à pi sur 2 ici, je vais prendre de moins epsilon à epsilon ici. Donc, je vais avoir oméga n-1, intégrale de moins epsilon à epsilon de sinus de phi puissance n des phi. Et au dénominateur, je vais avoir oméga n-1, intégrale de moins epsilon à epsilon. Non, de moins pi sur 2 à pi sur 2. De cos phi exposant n des phi. Et puis, bon, ces termes-ci s'annulent. Et puis, vous voyez sur le dessin que je vous ai fait tout à l'heure que la masse totale, l'air sous cette courbe-là, ben, il n'y a presque pas d'air ici. Puis, plus n devient grand, plus la masse totale est concentrée ici. Donc, si j'intègre de moins epsilon à epsilon ici, quand n est grand, ça ne change rien. J'ai comme l'intégrale totale. Enfin, ça ne change rien à la limite. Okay? Donc, la limite qui est ici, elle vaut... enfin, il n'y a pas de limite pour l'instant. Mais si je fais une limite de ça quand n tend vers l'infini, ça tend vers 1. OK? Donc, ça veut dire que dans une boule de rayon 1, dans Rn, qui est illustré ici en dimension 3, bien sûr, quand je regarde une des coordonnées puis que je la restreins entre moins epsilon et epsilon, la partie du volume qui est là est pratiquement toute la boule.
Donc, encore une fois, notre intuition géométrique sur la boule qui est en dimension 2, 3, ben, il n'y a pas grand-chose ici, puis il y a plein d'autres choses ici. Quand la dimension devient très grande, c'est pas ça qui se passe. Donc, je ne sais pas comment bien dessiner ça, mais c'est pas ça qui se passe. Donc, l'ensemble qui est la boule elle-même, c'est un ensemble convexe, mais il y a une propriété étrange comme ça, où la masse se concentre près de l'équateur dans la boule de dimension n. Okay? Puis, ce qui est encore plus surprenant que ça, enfin, c'est un fait qui, moi, me surprend, c'est que tout ça ne dépend pas de quel équateur on a choisi. Là, je l'ai fait en prenant la coordonnée xn qui est proche de 0, mais j'aurais pu prendre x1 qui est proche de 0, ou prendre n'importe quelle autre tranche par un hyperplan, puis ça donne la même chose. Donc, la masse est concentrée proche des zéros des applications linéaires, si on veut des hyperplans, quand la dimension est très grande, puis ça marche avec tous les hyperplans en même temps. Donc, la géométrie de cette situation-là ne ressemble pas à celle qu'on a en tête quand on regarde une sphère ici, ou une boule ici. Est-ce que vous avez des questions maintenant? Non? Donc, ça dit quoi? Ça dit que mon intuition marche encore moins que je pensais, parce que les boules ne ressemblent pas à des boules, donc c'est la vie. Okay? Mais ça, c'est les boules. C'est pas la sphère. Après, j'ai commencé par ça. La masse est concentrée au centre de la boule, non? Si c'est vrai pour tous les... Ben, je pense pas, parce qu'on va voir après que ça marche pour la sphère aussi, pour la mesure de la frontière. OK, j'ai commencé par la boule, alors que dans mon titre, là, je parlais plutôt de la sphère. Donc, je vais refaire ça pour la sphère maintenant. Puis là, je vais quand même regarder le temps qui passe. On a commencé à 1h30, hein, pas à midi. OK. Donc, maintenant, je vais parler... Donc là, j'ai parlé du volume des boules. Je vais parler du volume des sphères. Donc, quand je dis le volume d'une sphère, bien, pour S1, c'est la longueur du cercle, c'est 2π. Pour S2, c'est l'aire de la sphère habituelle bidimensionnelle, c'est 4π, etc. Donc, il y a une notion de combien mesure la frontière de la boule en toute dimension. Et c'est ça qui nous intéresse maintenant. Donc, je vais appeler ça... j'appelle ça un volume quand même, parce qu'en dimension 1, c'est une longueur, en dimension 2, une aire, puis en d'autres dimensions, ça va être le n volume de ça. Donc, ce qui m'intéresse maintenant, partie B, volume des sphères. Donc, juste pour vous rappeler, si je prends S1, bien, une façon de calculer la longueur de S1, c'est de paramétrer S1, disons avec une application Fθ égale cosθ sin θ, θ allant de 0 à 2π, ça donne un point qui bouge sur le cercle comme ça. Et quand je calcule la dérivée de ça ici, j'obtiens moins sin θ cosθ, qui est un vecteur tangent qui représente la vitesse de la particule qui se déplace comme ça ici. Et la longueur de la courbe S1, c'est l'intégrale de 0 à 2π du vecteur de la vitesse. Donc, de la norme de ça ici, norme de f' de θ, dθ, qui est égale à la norme de ceci, c'est 1, donc on intègre 1 de 0 à 2π. On a donc 2π. Okay. Pour S2, une façon de faire, c'est d'utiliser des coordonnées sphériques pour calculer l'aire de S2. Pour faire ça, je peux paramétrer, je peux utiliser la paramétrisation que j'ai donnée pour S1, puis en faire une paramétrisation pour S2. Donc, mon application ici, Fθ, ben, je peux bien l'avoir comme une courbe dans R3 en mettant un 0 ici. C'est une application vectorielle. Je ne mets pas de flèche sur les vecteurs. Vous n'avez pas besoin de ça. Puis maintenant, je peux paramétrer S2 en disant, ben, je vais garder mon nombre θ, puis rajouter un angle phi en plus. Donc, quand je pars d'ici, puis que je prends cosθ sin θ 0, je me déplace comme ça jusqu'ici en suivant un angle θ qui n'est pas dessiné ici. Puis ensuite, ben, je vais me déplacer vers le haut en suivant un angle phi. OK? Donc,
qu'est-ce que je vais faire avec ça? Bien, la distance de ce point-là jusqu'ici, l'angle est phi ici, donc ça va être cos phi qui va être ici. Donc, je vais avoir cos phi fois la paramétrisation du cercle, plus la hauteur ici dans la direction de la troisième composante. Donc, plus sin phi fois le vecteur E3. Donc, j'appelle les vecteurs de la base de R3, E1 vers ici, E2 et E3 vers le haut, comme ça. Donc, ça me donne une paramétrisation comme ça ici. Puis là, bien, vous savez comment calculer l'aire d'une surface. Donc, avec une paramétrisation comme ça, je peux dériver par rapport à θ et par rapport à phi. Donc, je le fais. Si j'écris G dérivé par rapport à θ, ça va me donner cos phi f dérivé par rapport à θ de θ, ici à 0. Et puis, G dérivé par rapport à phi, je vais avoir ici moins sin phi f θ plus cos θ E3. Cos θ E3. Et là, vous avez vu, quand on veut calculer l'aire d'une surface, d'habitude, vous voyez ça en disant, bien, on va faire le produit vectoriel des dérivés comme ça. Donc, l'élément d'air qu'on va intégrer, il va être donné par gθ, produit vectoriel avec g phi en valeur absolue. Et ici, vous voyez sur le dessin où vous vous convainquez en calculant que gθ et g phi sont orthogonales l'un à l'autre. Donc, dans le produit ici, il reste juste la norme de gθ fois la norme de g phi multipliée par le cos de l'angle entre les deux, qui est pi sur 2, donc qui est 1. La norme de gθ, c'est cos phi, ici. Donc, je vais avoir cos phi. Et puis, la norme de celui-ci, ça va être 1, parce que f est de norme 1. Puis, quand je mets le sin carré plus cos carré, ça fait 1. Donc, il reste ceci avec d phi dθ. OK? Donc, si vous voulez intégrer pour obtenir l'aire de la sphère, vous allez avoir l'intégrale pour θ qui va de 0 à 2π, c'est-à-dire la paramétrisation du cercle, et pour phi qui va de, bien, en bas ici, donc moins π sur 2 jusqu'à π sur 2. Donc, l'aire de S2, c'est l'intégrale de sur S2 de 1 dA, qui est l'intégrale pour phi allant de moins π sur 2 à π sur 2 de l'intégrale de θ allant de 0 à 2π de cos phi d phi dθ. Il n'y a pas de θ ici, donc je peux mettre intégré par rapport à θ. Puis j'ai l'intégrale de cosinus qui donne sinus évalué entre π sur 2 et moins π sur 2, qui donne fois 2, et ça donne 4π. OK. Le but de mon exposé, ce n'est pas de vous montrer comment calculer l'aire de la sphère en dimension 2, mais je voudrais vous faire remarquer que ce que j'ai ici, c'est la même chose que l'intégrale de moins π sur 2 à π sur 2 de la longueur d'un cercle de rayon 1, d'un cercle de dimension 1, d'un cercle dont le rayon est cos phi, d phi. Le cercle de rayon cos phi, c'est le cercle qui apparaît quand je suis à hauteur ici comme ça. La longueur ici comme ça est de cos phi. Et puis j'intègre ça par rapport à phi. Et la longueur du cercle de rayon cos phi, c'est 2π cos phi. On est d'accord? OK. Tout ça pour dire qu'en dimension plus grande, il va y avoir un truc que je vais vous demander d'accepter sans preuve, mais qui sera moins surprenant maintenant. Si jamais je m'intéresse au volume de dimension n,
de la sphère de dimension n. Donc, la sphère est dans Rn plus 1. Puis, je peux la décomposer un peu comme ici, en abusant de la réalité, en disant que le plan qui est ici, c'est Rn avec x1 jusqu'à xn. Puis, dans ce plan-là, il y a une sphère de dimension 1 de moins. Puis, finalement, la sphère de dimension n, on l'obtient en faisant l'union de plein de sphères de dimension n-1 qui sont de rayons qui varient quand on passe du bas jusqu'au haut ici. Et les rayons de ces sphères-là vont être cos phi par rapport à un angle qui est choisi ici. Donc, le volume ici va être donné comme l'intégrale pour un angle phi qui va aller de moins pi sur 2 à pi sur 2 du volume en dimension 1 de moins de sphère Sn-1 de rayon cos phi, d phi. OK, donc je n'ai pas prouvé ça. Par analogie, je vous demande de me croire que c'est ça. C'est pas beaucoup plus difficile de le faire ici, mais voilà. Par contre, maintenant, ce qui se passe, c'est que la sphère de dimension de rayon cos phi, c'est une sphère de rayon 1 à laquelle on a fait subir une homothétie de facteur cos phi. C'est un objet qui est lui-même de dimension n-1. Donc, on s'attend, et il est vrai que le volume de ça ici va être égal au volume de la sphère de rayon 1, multiplié par le facteur d'homothétie, dont la puissance, c'est la dimension. Donc, ce qui est ici, c'est la même chose que cos phi puissance n-1 fois le volume en dimension n-1 de Sn-1. Ça, c'est la sphère de rayon 1. Donc, comme tout à l'heure, on obtient une formule récursive où on a le volume Sn-1 fois l'intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de cos phi exposant n-1 d phi. Et donc, la situation est complètement semblable à la situation précédente. Le volume de la sphère de dimension n est égal au volume de la sphère d'une dimension de moins, multiplié par une intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 d'une puissance de cos. Donc, comme tout à l'heure, le même phénomène s'applique. Ça va tendre vers 0 pour la même raison que tout à l'heure. Puis aussi, ça va se concentrer près de 0 de la même façon que tout à l'heure. C'est les mêmes intégrales, c'est une formule récursive avec la même chose qui se passe. OK? Donc, ceci, ça va tendre vers 0 quand n tend vers l'infini. Et puis là, on arrive quand même à une surprise encore plus grande que tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a concentration du volume de la sphère de dimension n près de son équateur. Puis, il n'y a rien de particulier à propos de cet équateur-là. Chaque fois que vous prenez un hyperplan dans Rn plus 1, qui passe par l'origine, vous prenez la sphère de dimension n, qui vit là-dedans. Vous prenez un voisinage de taille epsilon autour de l'intersection avec l'hyperplan, autour de l'hyperplan. Cette tranche-là va contenir presque tout le volume de la sphère. Donc, on a, comme tout à l'heure, que le volume... OK, je vais remettre les choses au clair. Je vais redéfinir oméga epsilon, qui ne sera pas exactement le même que tout à l'heure, mais je n'ai pas envie de changer de notation pour ça. Ça va être les x dans Sn. Donc, Sn est dans Rn plus 1. Donc, là, je vais prendre la n plus unième composante, ce n'est pas important, qui va être égale à sin phi, et qui va être plus petit que epsilon. Je me suis peut-être trompé dans mes... Oui, c'est ça. Tantôt, je me suis trompé aussi. C'est plutôt le phi qui est plus petit que epsilon. Mais ça change rien. Là, c'est pas une... c'est une erreur qui peut être confondante, mais je veux dire que xn plus 1 est égal à sin phi, où phi est plus petit qu'epsilon en valeur absolue. Et dans ce cas-là, je vais avoir que ça c'est avec un n, disons. Je pense que je l'avais mis en bas tout à l'heure, je ne sais plus. Le volume
n-dimensionnel de cette tranche-là sur le volume n-dimensionnel de la sphère est égal à oméga... non, je n'ai pas mis de notation cette fois-ci, j'ai mis volume de Sn-1 intégrale de moins epsilon à epsilon de cos phi exposant n-1 d phi. Et je vais effacer ça. Sur le volume de Sn-1 intégrale de moins pi sur 2 à pi sur 2 de cos phi exposant n-1 d phi. Puis pour la même raison que tout à l'heure, hein, les fonctions cos de grande puissance, elles ressemblent à quelque chose comme ça. Donc quand j'intègre ici de moins epsilon à epsilon, ben, c'est comme si j'intégrais à peu près tout. Donc ce qui est en haut ressemble beaucoup à ce qui est en bas. Puis à la limite, tout ça tend vers 1 quand n tend vers l'infini. Okay? Donc là, il y a une surprise encore plus grande que tout à l'heure. C'est que la sphère en dimension n, de dimension n dans Rn plus 1, peu importe lequel de ces équateurs je regarde, quand j'épaissis à une distance epsilon, hein, le phi ici il représente vraiment la distance le long de la sphère par rapport à l'équateur, bien là, la masse ou le volume qui est contenu là tend vers 1, c'est presque tout qui est là. C'est quelque chose qui est, pour moi, extrêmement surprenant a priori. Okay? Est-ce que ça vous surprend ou est-ce qu'il y a des gens qui disent c'est clair? OK, je vais regarder l'heure qu'il est. OK, parfait. Donc, malgré que je vous ai prouvé ça plus ou moins rigoureusement, le mystère reste entier. C'est un calcul que j'ai fait qui donne le résultat. Mais à part que le calcul donne ça, on n'a pas l'impression, ou moi, je n'ai pas l'impression de comprendre tout à fait pourquoi c'est vrai, autre que j'ai calculé puis ça donne ça. Donc, il y a toutes sortes de façons d'aborder ça puis d'essayer de voir quelle explication géométrique ou analytique, autre que de juste le calculer, peut donner ce résultat-là. Et puis, comme Yvan l'a mentionné tantôt, mon sujet de recherche, c'est la géométrie spectrale. Donc, je vais faire un lien entre ça, une explication de ça, qui est liée, grosso modo, à des modes de vibration de l'objet. Donc, là où j'en suis, je vais vous faire une partie C extrêmement rapide qui s'appelle géométrie différentielle. J'avais écrit sur ma feuille en 5 minutes, mais je vais aller plus vite que ça. Donc, bonne chance. En mathématiques, on s'intéresse à la géométrie. Au départ, on s'intéresse à de la géométrie de droite, de triangle, toutes sortes de choses comme ça. Puis à un moment donné, on se dit, on va utiliser les outils du calcul différentiel intégral pour faire de la géométrie. Et là, on peut définir des courbes paramétrées, des surfaces paramétrées, calculer leur longueur, leur aire, introduire des notions de courbure. Et puis après ça, on peut aller vers des objets plus abstraits qui s'appellent des variétés riemanniennes. Okay? Donc, grosso modo, les variétés riemanniennes, c'est des espaces qui ressemblent localement à Rn, okay? Dans lesquels, pour chaque point, il y a un espace tangent. Donc, si vous pensez aux sphères comme Sn, ben, il y a un espace tangent qui est associé à chaque point sur la sphère. Et puis, pour chaque espace tangent, il y a un produit scalaire qui est donné. L'espace tangent est un espace vectoriel, puis il y a un produit scalaire qui est donné. Donc, si vous prenez la sphère, une sphère ou un cercle, ben si j'ai un point P dessus, l'espace tangent est exactement son complément orthogonal. Donc, l'espace tangent, on le voit peut-être comme ça ici. Mais en fait, pour le voir comme un espace vectoriel, on peut le placer ici, puis qu'il soit un sous-espace vectoriel de R2 ou de R3 ou de Rn. Tout ça est peu rigoureux, mais vous avez déjà vu peut-être les choses mieux présentées que ça. Donc, quand on a une variété riemannienne, disons M étant Sn, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit que ça s'appelait géométrie différentielle, je vais parler de Sn plutôt. OK, donc, quand j'ai Tp de Sn, ben, c'est l'ensemble des V éléments de Rn plus 1, tel que V produit scalaire avec P est égal à 0 dans ce cas-ci. Et puis quand j'ai deux vecteurs V, W qui sont dans Tp
Sn, il y a un produit scalaire tout à fait naturel dans ce cas-ci. C'est celui qui vient de Rn plus 1 dans lequel on est. OK? Donc, le produit scalaire de V et W est égal au produit scalaire de V et W dans Rn plus 1. Et puis, une fois qu'on sait faire ça, on peut parler de la longueur de certaines courbes. Enfin, des courbes paramétriques qui vivent dans la variété riemannienne en question, dans la sphère dans le cas qui nous intéresse. C'est la même définition que j'ai utilisée tout à l'heure pour paramétrer, pour donner le calcul de la longueur d'un cercle. C'est qu'on intègre le vecteur vitesse, pas le vecteur vitesse, mais la vitesse le long de cette courbe. Donc, la longueur d'une courbe paramétrée gamma qui va dans un intervalle, disons AB vers la variété qui est Sn dans ce cas-ci, est L de gamma, qui est l'intégrale de A à B du vecteur vitesse gamma prime de t dt. Chaque gamma t est un point sur Sn. En ce point-là, quand je prends la dérivée, ça me donne un vecteur tangent. J'ai un produit scalaire, donc je peux prendre sa norme, puis c'est ça que j'intègre pour donner la longueur. OK? Maintenant, je vais faire encore plus de bougeage de main et moins d'explications rigoureuses, comme s'il y en avait pour l'instant. Quand je regarde des courbes qui rejoignent deux points P et Q, il y en a plein, hein? Il y en a autant qu'on en veut. Et puis, on peut se demander ce qui se passe si on cherche une courbe qui minimise la distance. Donc, une courbe qui minimise la distance, c'est ce qu'on appelle une géodésique. Puis, en fait, pour être plus précis, une géodésique, c'est une courbe qui localement minimise la distance. Puis, ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, sur la sphère S2, les géodésiques, ce sont des bouts de grands cercles, donc des intersections de S2 avec des plans qui passent par l'origine. Et si je prends deux points qui sont ici, une courbe qui minimise la distance, enfin, vous ne le voyez pas, mais vous en êtes convaincu, c'est donc une géodésique. Mais la courbe qui fait ça ici puis qui revient de l'autre côté ici comme ça, c'est aussi une géodésique. Mais elle ne minimise pas vraiment la distance. Par contre, elle minimise localement parce que si je prends n'importe quel petit bout dessus, bien, localement ici, elle minimise entre les points que j'ai choisis. OK? Donc, la géodésique est définie comme ça. Une autre façon de décrire la géodésique, c'est de prendre cette idée de minimiser puis de traduire ça en une équation différentielle. Et quand on fait ça, on se retrouve à décrire ce que c'est une géodésique d'une manière qui n'est pas politiquement correcte. C'est-à-dire qu'on peut s'imaginer plutôt un moyen dynamique de la décrire. C'est qu'en supposant qu'on a une courbe qui est une géodésique, donc que quand je la perturbe, elle ne minimise plus la distance, ou en tout cas qu'elle est un point critique de la longueur, bien, on arrive à une équation différentielle qui signifie, grosso modo, la chose suivante, c'est que si on marche devant soi sans réfléchir, et c'est la partie pas politiquement correcte, et si on a les deux jambes de la même longueur, alors on marche sur une géodésique, on va en ligne droite. OK? Donc, on pourrait imaginer qu'on a un véhicule avec des roues qui sont très, très proches l'une de l'autre. Si vous le faites circuler, il va suivre cette courbe particulière. OK? Donc, de ce point de vue-là, où on imagine que la géodésique, c'est ce qui se passe, hein, je marche dans une direction je n'ai pas besoin de minimiser quelque chose. J'ai une description de ça qui est locale et dynamique. L'énoncé suivant ne vous surprendra pas. Si j'ai un point P dans la variété et si j'ai un vecteur tangent, bien, il y a une unique géodésique qui émane de ce point-là puis qui va dans la direction du vecteur V. Preuve, je me mets debout à ce point-là, je regarde la direction où je veux aller puis je marche dans cette direction-là. Mes jambes sont de la même longueur, c'est QFD. OK? Donc, l'énoncé, c'est que pour tout P élément de Sn ou d'une variété riemannienne en général, pour tout V élément de TP, je vais mettre Sn, vu que j'ai mis Sn, il existe un intervalle sur lequel il existe une unique géodésique que je vais noter de gamma PV de, disons, moins epsilon, vers Sn, qui est une géodésique. Voilà, c'est mon cours de
géométrie différentielle, le but, c'est d'arriver à l'opérateur laplacien. OK? Donc, sur Sn, il y a des fonctions qui vont vers R. Et puis ces fonctions-là, elles peuvent être lisses. Puis dire qu'une fonction sur Sn est lisse, il y a plein de façons de le dire, mais une façon simple pour nous, c'est de dire que cette fonction est lisse si elle est la restriction d'une fonction qui est définie dans Rn plus 1 qui est lisse. OK? Donc lisse, ça veut dire de classe C infinie. Donc ceci est de classe C infinie. Si et seulement si, définition si vous voulez, il existe f qui est de classe C infinie sur Rn plus 1 avec petit f qui est grand F restreint à Sn. OK? Et maintenant, je vais définir un opérateur très important partout en mathématiques, mais en particulier qui est le sujet principal de la géométrie spectrale, c'est l'opérateur laplacien. Donc le laplacien, c'est un opérateur que je vais noter delta comme ça, qui va prendre des fonctions lisses sur Sn et redonner des fonctions lisses sur Sn. On peut le définir avec une formule, mais ce n'est pas très agréable, ce n'est pas très parlant. Ce que je veux, c'est surtout voir l'heure. J'ai jusqu'à E20? OK. Donc, voici une façon de décrire ce que fait le Laplacien des fonctions. Je veux prendre une fonction qui est sur la sphère et je veux obtenir une nouvelle fonction sur la sphère. Donc, je dois, pour chaque point P de la sphère, décrire la valeur de Laplacien f en ce point-là. OK? Donc, étant donné P dans la sphère, TPSN, c'est l'espace tangent à ce point-là, puis un espace vectoriel muni d'un produit scalaire, bien, ça admet des bases orthogonales. Donc, il existe donc soit B1 jusqu'à Bn, une base orthonormale de TPSN. Donc, sur ma sphère, par exemple, si j'ai choisi le point ici, ben, je pourrais avoir les vecteurs comme ceci, un vecteur comme ça, puis un vecteur comme ça ici, qui sont de longueur 1, B1, B2, ici. OK, je vais décrire la valeur du Laplacien appliquée à une fonction f au point P en disant que ben, je vais suivre les uniques géodésiques qui émanent du point ici, dans la direction de B1, dans la direction de B2 et plus si je suis en dimension plus grande, puis faire la somme des dérivées secondes de la fonction à ce point-là. Donc, ça va être la somme pour i qui va de 1 jusqu'à n de la fonction composée avec l'unique géodésique qui va dans la direction de BI, dérivée 2 fois en 0. Moi, je vous rappelle que... Pardon? Ici, c'est 0 parce que les géodésiques uniques que j'ai décrits ici, je n'ai pas assez décrit les choses. J'ai dit qu'il existait une unique géodésique qui part de P et qui donne V comme vecteur tangent. Donc, j'ai oublié de dire géodésique telle que gamma P V de 0 égale P, et puis gamma P V' égale V en 0. Donc, la courbe en question, ben, elle part en 0 du point, puis quand je la dérive, ça donne le vecteur que j'ai choisi. L'unique géodésique, il n'y a pas une unique géodésique qui part d'un point, il y en a une unique pour chaque vecteur. Puis en 0, la courbe est paramétrée pour donner le point, puis sa dérivée, c'est ça. Donc ici, je dérive en 0, puis ça donne ça ici. Okay? Vous pouvez faire un exercice si vous êtes tanné de m'écouter. Le cas où vous prenez R2, un point, puis les vecteurs E1 et E2 standard, puis vous allez arriver dans ce cas-ci à ça ici, qui est exactement la somme dérivée de f 2 fois par rapport à x, plus dérivée 2 fois de f par rapport à y. Ce qui est le Laplacien que vous connaissez déjà, probablement. Hein, la somme des dérivées secondes, c'est ça le Laplacien. Mais sur le contexte géométrique, ben, on prend les géodésiques pour le définir comme ça. OK. Maintenant, je vais abréger énormément ce que je voulais vous dire. C'est pas grave. Enfin, j'espère que c'est pas grave.
Le Laplacien, pour l'étudier en géométrie spectrale, ce qui nous intéresse, c'est ses valeurs propres. Donc, le Laplacien, on regarde l'équation Laplacien de f plus lambda f égale 0 sur Sn. Et il se trouve que quand on fait ça sur un objet qui est comme la sphère compacte et sans bords, on obtient des valeurs propres ici. Donc, c'est des valeurs propres au sens habituel. Hein. C'est l'opérateur appliqué à f qui est égal à un nombre fois f. Puis les valeurs propres forment une suite qui commence par 0, puis qui ensuite donne une suite qui tend vers l'infini. Et puis, vous connaissez déjà ça dans le cas d'un cercle. Dans le cas d'un cercle, le Laplacien, tel que je viens de le définir, donne exactement la dérivée seconde par rapport à l'angle. Et puis, les fonctions propres, bien, ce sera les fonctions trigonométriques sin θ, cos θ. Puis quand je les dérive deux fois, j'obtiens moins n carré fois cos θ, sin θ. Okay? Mais en général, quand je suis sur Sn, il se trouve que lambda 0 est toujours égal à 0 parce que le Laplacien appliqué à une constante donne 0. Il se trouve que sur la sphère Sn, le lambda 1 est égal à n. Puis en fait, une fonction propre qui correspond à ça, c'est de prendre f de x égale une fonction coordonnée. Donc, les fonctions coordonnées de l'espace, x1 jusqu'à xn plus 1, sont des fonctions propres du Laplacien sur la sphère pour la valeur propre lambda 1 de Sn égale n. Puis le truc clé ici, puis qui est lié au théorème avec lequel je vais conclure de Millman-Gromov, c'est que la valeur propre de la sphère tend vers l'infini quand la dimension est grande. Donc, j'énonce pour conclure le théorème de Gromov-Millman. Donc là, le détail que je saute, c'est que j'avais prévu de vous expliquer le lien entre le Laplacien dans Rn et le Laplacien dans Sn qui aurait permis de voir que lambda 1 de Sn égale n. C'est une formule qui lie les deux ensemble qui permet de faire ça. Mais je préfère éviter de ne pas avoir le temps d'énoncer le théorème de Gromov. C'est écrit théorème de Gromov-Millman. Ça date de 1983. Et l'énoncé précis est le suivant. Donc, je l'énonce. Donc, soit M, c'est une variété riemannienne compacte. Donc, la sphère en est une, c'est ça qui est important pour nous. Soit A et B dans M des fermés disjoints. Fermés disjoints. Donc, je note A qui est égal au volume de A sur le volume de M. Ce que j'ai fait, merci. Puis je dis alors le volume de A epsilon. Là, je vais vous dire tout de suite ce que c'est A epsilon. A epsilon, c'est l'ensemble des x dans M, tel que la distance entre x et A est plus petite que epsilon. Donc, ça veut dire que si ça c'est A, ben, j'ai épaissi un peu plus grand avec une taille epsilon autour. Donc, le volume de l'épaississement de A sur le volume de M est plus grand ou égal à 1 moins A carré
exponentielle de moins epsilon racine de lambda 1 ln de 1 plus a. OK, la formule n'est pas importante. Enfin, le détail de la formule n'est pas important. Donc, soit epsilon plus grand que 0. Il y a un lien entre le volume. Je prends un. J'ai pas de B, d'ailleurs. Excusez-moi. Je prends un fermé dans l'espace. Je l'épaissis un petit peu, ça donne un nouveau volume. Donc, le volume de l'épaississement par rapport au volume total est plus grand que quelque chose. Il y a 1 ici. Puis le quelque chose en question, si la valeur propre est très grande, bien, vous voyez qu'il y a un terme ici qui tend vers 0. C'est ça la clé. OK? Donc, mi-figue, mi-raisin, il y avait un mystère tout à l'heure, puis il est remplacé par une autre formule mystérieuse. Mais il y a une explication, en tout cas, qui fait sortir le cadre de la sphère d'un cadre général. Comment ça se fait que ça implique ce que je disais? Prenez pour A l'hémisphère sud, si vous voulez, vous prenez la demi-sphère. Si vous prenez la demi-sphère, ça veut dire que le volume de A sur le volume total est égal à une demi. Hein? Donc ici, vous avez votre hémisphère, puis vous l'allongez un tout petit peu, vous l'épaississez un tout petit peu, de taille epsilon. Bien, en faisant ça, on obtient quelque chose dont le terme qui est ici va être très petit, si on est en dimension qui est très grande, parce que lambda 1 est égal à n qui devient très grand. Okay? Donc, pour moi, c'est vrai que c'est un mystère qui remplace un autre mystère, mais c'est beaucoup plus clair parce que, enfin, il y a une partie qui est beaucoup plus claire, parce qu'au lieu d'être un exemple pour la sphère, on voit un phénomène qui marche dans plein d'espaces différents. OK, puis là, j'ai été beaucoup trop vite à la fin, mais j'ai déjà dépassé le temps, donc je m'arrête ici. Okay.